الزول في الأول مرة. Bonsoir chers téléspectateurs. Choui Darani est avec vous ce soir pour débattre et vous informer sur les enjeux des municipales prévues à Montréal le 7 novembre. Ensemble, Montréal. Je ne vais pas plus tarder, je vais vous présenter les candidates. Madame Angela Gentili, candidate conseillère à la ville. À ma droite, Madame Aridj, candidate conseillère à l'arrondissement de Saint-Léonard-Est. Je vais vous présenter, je laisse se présenter Madame Angela, s'il vous plaît. Bonsoir, M. Gatter. Vraiment, merci beaucoup pour m'avoir accordé cette entrevue ce soir. C'est très apprécié. Alors, moi, je suis la première née. Mes parents ont émigré de l'Italie en 1962. Mon père est arrivé pendant l'hiver, ma mère durant l'été. Ils se sont connus en 1966 et se sont mariés. Ça faisait des choses vite. Avant, ils demeuraient dans la petite Italie et après, ils se sont installés à Saint-Léonard, cette ville qui, pendant ce temps-là, c'était en pleine expansion. Comme toutes les autres familles de la communauté italienne, ils ont construit cette ville, ce Saint-Léonard qu'on voit aujourd'hui. Je me souviens, Saint-Léonard, depuis 1967 et maintenant, Saint-Léonard a vraiment évolué. On voyait les maisons de Jean Talon, on voyait tout se construire et ça a vraiment touché. Moi, je suis grandie à Saint-Léonard, je suis élevée là, j'ai grandi ma famille, je demeure encore là, on travaille à Saint-Léonard. Pour nous, Saint-Léonard, c'est dans mon cœur et je suis prête à affronter ce défi car j'adore cet arrondissement et je sais qu'on peut faire une différence. Je suis rendue maintenant à une étape de ma vie où j'ai toujours pris soin de mes enfants, j'ai pris soin de l'entreprise familiale que mon père a fondée avec des associés en 1964. Et je dirige aujourd'hui avec ma famille, mes frères, mon mari, mes filles, et on continue avec toute notre équipe. Et là, c'est le moment de ma vie de dire, maintenant, il faut faire une différence dans la société. C'est de redonner à la société et voir quelle différence on peut faire ensemble. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire partie de cette équipe qui s'appelle Ensemble Montréal. Un beau parcours qui fera toute une différence. Madame Aridj, à vous le tour. Donc, bonsoir tout le monde qui nous écoute. Merci pour l'opportunité de venir passer du bon moment ensemble en parlant de la politique. Donc, c'est très important de parler de politique municipale. Et je trouve que on donne pas beaucoup de plateformes pour ça, des fois, surtout les nouvelles plateformes, où est-ce qu'on amène surtout peut-être des candidates qu'on est à notre début de chemin. Donc, moi, je suis Aridj El Corbi, j'ai 30 ans. Je suis d'origine tunisienne. Mes parents sont tunisiens. Ils sont venus un peu plus tard que les parents d'Angela. Ils sont venus en 1974. Et puis, je suis la cadette de la famille. Je suis la plus jeune. Et donc, j'ai une formation j'ai un bac par cumul de l'Université de l'UQAM en certificat en composition et rédaction française et puis une majeure en sciences politiques, en concentration relations internationales. Et puis, je suis à ma 3e campagne électorale. Donc, j'espère qu'ils disent la 3e, c'est la bonne. Donc, Inch'Allah, va être la bonne. Et puis, j'ai été commissaire scolaire pour l'arrondissement de Saint-Léonard pour la circonscription 4 et 5. Donc, et puis après, avec le projet de 40, mon poste a été aboli. Et puis, il y a eu la pandémie. Donc, il y a eu comme ce petit arrêt. Et là, aujourd'hui, je suis adjointe juridique dans un bureau de notaire. Et puis, quand le devoir m'a appelée encore une fois pour une 3e fois, bien, j'ai sauté à pieds joints, surtout que M. Coder m'a appelée personnellement pour me rejoindre à la famille. Donc, ça m'a fait très, très chaud au cœur de pouvoir, comme elle a dit Angela, redonner. Et on connaît tout un peu dans la politique, une fois que tu es piqué, tu recommences toujours à vouloir retourner faire le devoir. Donc, c'est ça. Et puis, ça me fait très, très plaisir de me présenter à Saint-Léonard, où j'habite depuis 23 ans. Donc, c'est un arrondissement, comme elle a dit, on a un très grand potentiel. C'est un arrondissement, on est des petites familles dans des grandes familles. Un arrondissement qui est très particulier, touché par des situations très particulières. Et on a besoin de plus de femmes en politique qui sont là pour répondre aux besoins de tout le monde, tout et chacun. Excellent. Merci beaucoup.
pour cette présentation. Je vais juste vous rejoindre sur la dimension de M. Denis Coderre, qui est un leader incontestable en politique. Il a fait de la politique depuis très longtemps dans le milieu des libéraux. Et puis, il a laissé ses traces aussi dans la ville de Montréal. Et nous espérons l'avoir prochainement pour encore accomplir d'autres projets, pour apporter du bien à notre ville, une des plus belles villes de l'Amérique du Nord. Oui. Effectivement, vous êtes au cœur de ces municipales. Il y a un projet qui est devant. Oui. Il y a le projet principal et de là, absolument, vous vous êtes inspiré. De ce projet principal de Ensemble Montréal, vous avez certainement peaufiné les questions qui touchent votre arrondissement. Oui, bien sûr. Pourriez-vous nous parler de ces actions qui font partie de votre feuille de route? Oui. On a 4 principaux enjeux là, pour Saint-Léonard. C'est sûr qu'on parle de Montréal, mais pour Saint-Léonard, un des facteurs principaux, c'est de garder l'identité unique de Saint-Léonard. Saint-Léonard, c'était unique dans le sens qu'il y avait les maisons coop des francophones, après l'immigration italienne, des italophones des années 50-60. On les voit avec les maisons et tout. Et après, c'est sûr qu'il y a d'autres immigrations qui ont entré à Saint-Léonard. Et aujourd'hui, il faut vivre en harmonie avec toutes les communautés. On parle maghrébienne, haïtienne, tous les communautés. C'est ça qui fait Saint-Léonard spécial. Quand on se promène dans la rue, dans les parcs, c'est vraiment cosmopolitaine, comme on dit. Et il faut apprendre à vivre en harmonie. Il y a les locataires, les propriétaires et la densité. Et c'est ça qu'on doit approcher et de discuter ensemble de comment on peut vivre dans cet arrondissement en harmonie. Excellent. Madame Arch. Pour enchérir sur qu'est-ce qu'Angela vient, justement pour protéger cet aspect unique qu'on est à Saint-Léonard, non seulement il y a la forte immigration des dernières années surtout des gens, des personnes qui sont maghrébins, qui viennent du Maghreb. Donc, on s'installe non seulement pour... on a le petit Maghreb à Saint-Léonard qui est tout proche, mais c'est aussi pour la communauté qui est francophone à Saint-Léonard. Donc ça, c'est quelqu'un qui vient se rejoindre. Et on a tout cet esprit de... il y a aussi la Méditerranée. Quand on a fait nos tournées, il y a un monsieur italien qui m'a dit « on est tous nés sous le même soleil de la Méditerranée ». Puis c'est vraiment venu me toucher. Puis j'ai dit que c'est très intéressant comme idée. Mais c'est vrai, parce que peut-être qu'on parle plus français ou des fois on se comprend, mais on se comprend dans notre culture. On a une culture qui est très similaire. Donc, et ça vient... Et pour préserver ça, bien, c'est la sécurité. Donc, nous, depuis le début de la pandémie, le milieu, on est touché par une vague d'actes criminels, de violence. Et ça inquiète les citoyens, ça inquiète les parents, ça inquiète les plus grands, les plus jeunes. Donc, on ne peut pas se dire que ça n'existe pas. Et on ne veut pas alarmer les gens. On ne veut pas que les gens font leur valise puis ils partent. Ce n'est pas ça le but. C'est vraiment de dire... on a un problème pour l'arranger. Puis comme il dit M. Coderre, on ne peut pas arranger un problème sans le reconnaître. Puis c'est très important de dire aux gens, bien, regardez un problème, on va s'outiller pour pouvoir arranger ce problème-là. Puis la sécurité, bien, c'est notre priorité, la priorité des priorités. Donc c'est quelque chose qu'on doit mettre en action justement pour préserver non seulement l'aspect unique, mais préserver ces gens-là, ces femmes et ces hommes qui habitent cet arrondissement-là puis qui veulent vivre en prospérité. Puis sincèrement, on ne peut pas penser au logement, à l'environnement, à la relance économique si on n'a pas un sentiment de sécurité. On ne peut pas prospérer, on ne peut pas penser à des plans à venir. Si nous, tout ce qu'on pense, c'est mon enfant, est-ce qu'il va revenir ce soir à la maison correct? Si tu t'inquiètes, tu es toujours en panique pour voir est-ce que ton enfant il va être recruté ou non. Donc, et c'est pour ça qu'il faut un encadrement et qui vient... La solution n'est pas facile. La solution, elle est vraiment plus complexe qu'on le pense, puis ce n'est pas d'un claquement de doigts qui va arriver. Et c'est pour ça que dans cette solution, que nous, on s'inspire de la plateforme d'Ensemble Montréal au complet. Donc, il y a un travail non seulement d'augmenter les effectifs policiers, mais c'est aussi de travailler sur la formation de ces policiers. Donc, qu'est-ce qui veut dire la formation? C'est justement cette police de communautaire qu'on voit dans certains projets. C'est de s'inspirer aussi des idées innovatrices qui se sont passées, que ce soit dans d'autres arrondissements, dans d'autres villes ou même à l'international pour ramener ces projets-là
à notre arrondissement pour voir qu'est-ce qui fonctionne réellement pour contrer cette criminalité. Et puis après, il y a l'encadrement des jeunes et ça vient aussi d'investir dans les loisirs, dans des nouveaux projets, outiller l'arrondissement aussi pour leur donner plus d'accessibilité à offrir ces projets-là. Et là vient aussi les services de proximité. Et c'est aussi, travailler, augmenter aussi. Il y a des nouvelles idées qui sont sur la table, que ce soit plus de patrouilles. Et je vais laisser Angela finir. C'est justement la communication. La communication, on veut établir des groupes de conseils de jeunes, pas juste de jeunes, de personnes âgées aussi. Pourquoi nous, ici, on pense qu'il faut partager. À Salina, on a beaucoup de pavillons. Il faut partager dans le sens où comment on peut vivre ensemble ou, comme M. Coderre disait, les écoles, on va les amener que les responsables, c'est municipal. Comme ça, on peut utiliser comment on peut maximiser notre espace parce que justement, si les étudiants, adolescents jouent au basketball après l'école, on les maintient occupés, c'est sûr que c'est une manière positive de diminuer la criminalité. M. Coderre aussi, il va faire le bien pour Saint-Léonard. On parle de construction d'un édifice sportif, un centre intergénérationnel, centre sportif. C'est sûr qu'il faut maintenir les jeunes occupés et en même temps, les personnes âgées, avoir une place aussi pour se réunir. Ils sont jeunes, ils sont dynamiques, ils sont actifs et partager ça ensemble. C'est la communication de vivre en harmonie. Pas juste à Saint-Léonard, mais à Montréal. OK. J'ai entendu un nouveau concept qui est sorti dans les différentes interventions de M. Coderre. Il parlait de police de proximité. Oui. Ça, c'est nouveau, c'est un nouveau concept. C'est quoi le profil de ce corps de police? C'est pas vraiment... Est-ce qu'ils agissent dans le cadre de respecter la loi ou bien ils rentrent pour sensibiliser ou ils approchent, ils rentrent? C'est entre les deux. C'est vraiment un équilibre entre les deux. Okay. La police, c'est sûr qu'elle est là pour appliquer et faire respecter la loi. Ça, c'est sûr que c'est la première chose. Mais quand on parle de police communautaire, c'est des gens qui sont incrustés dans la communauté. C'est que aussi, c'est des gens qui font affaire avec les centres, les organismes communautaires et il y a un travail conjointement les deux ensemble. Ça, c'est une des parties. Tout le monde va participer, tout le monde a une part à jouer dans la solution. Et ça, c'est une des solutions. C'est que les organismes font déjà du travail hallucinant sur le terrain, puis je les remercie de tout mon cœur. C'est les premiers agents sur le terrain à travailler avec ces familles qui sont touchées, à travailler avec ces jeunes-là. Donc, ils sont là pour entretenir et vraiment continuer le bon travail. Et ça vient avec le travail, justement, avec la SPVM. Cette police-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'on a des squads mixtes, hybrides. Donc, on peut avoir des policiers, par exemple, dépendamment de la situation qui peut arriver, un intervenant, une psychoéducatrice, un thérapeute. Donc, moi, je suis en train de vous donner des listes, mais c'est sûr que c'est ça l'idée d'une police communautaire, c'est que les gens aussi, il faut... on sait que des gens peuvent être réticents face à la police parce qu'on sait que ça existe, le profilage racial. On sait que ça existe, le racisme systémique. On n'essaie pas de dire que ça n'existe pas. Ça existe, puis on reconnaît le problème, puis on sait que la solution, il faut qu'on travaille vers cette solution-là. Mais ça passe par des interventions comme ça. On peut aussi, dans certaines communautés, par exemple, aller... Quand je dis des chefs spirituels, des guides spirituels de la communauté, parce qu'on sait que dans le sens d'appartenance, les gens visitent plus un lieu de culte dans lequel ils vont se reconnaître, peu importe la religion. Hein. Mais c'est aussi travailler conjointement, parce que des fois, des parents se retrouvent plus à l'aise de parler, par exemple, à leur imam ou à leur prêtre, ainsi de suite. Donc ça, c'est des idées aussi qui peuvent... Et ça, c'est le communautaire de la solution qu'on met sur la table. Absolument. Donc ça, c'est ça qu'est-ce qu'on veut dire par police communautaire. Ça veut dire qu'on vous intervenez avant la production de l'acte de violence. C'est vraiment ce que vous avez dit. C'est en guise de prévention. À titre préventif. Parce qu'après que l'acte est commis, on n'est plus en prévention. Absolument. On est en réaction. Et nous, on ne veut pas être en réaction. On veut travailler en amont. On veut prévenir que ces choses-là arrivent. Et donc, investir dans la jeunesse, dans des solutions concrètes pour prévenir. Les écoles secondaires, on a des policiers. Ça. Justement, présentement, on essaie ça. Il y a 2 policiers, les écoles secondaires, on a beaucoup d'écoles. Font des formations, font des ateliers de sensibilisation. Et ça, c'est vraiment très important. C'est des outils de sensibilisation Exactement. Pour essayer de ramener ces forces de violence vers la raison et les intégrer dans la mécanique de la société.
pour être à l'avant-garde du développement de la c'est vraiment ça, communauté. parce que si ces groupes, ces gangs de rue ou ces crimes organisés, ces personnes-là vont trouver personne, Absolument. le crime va arrêter, va diminuer. Parce que là, maintenant, comme j'expliquais, les raisons sont multiples pourquoi la violence a commencé, pourquoi la violence a augmenté, du moins. C'est vrai qu'il y avait des incidents qui se passaient, mais jamais, Angela peut vous dire, on habite, ça fait très longtemps à Saint-Léonard, ça n'a jamais été comme ça l'est aujourd'hui. Puis on ne veut pas alarmer les gens, encore une fois, mais les gens, quand on fait notre porte-à-porte ou quand on va dans des événements, ils nous disent, nous, on a peur. Oui, de prendre une marche. On a peur de marcher, on a peur. Moi, dans le coin de ma rue, il y a la petite Myriam qui est décédée. Donc, c'est quelque chose qui impacte toute une génération. Parce que moi, quand j'avais 15 ans, je ne pensais pas à ça, sincèrement. C'était le dernier de mes soucis. Moi, j'allais à l'école, j'étais heureuse, j'allais au parc. La criminalité, je ne savais même pas que tu pouvais mourir à 15 ans, 10 ans. Là, maintenant, ces jeunes sont impactés par ça. Ils sont touchés. Et ça amène beaucoup de... Ça peut les mener dans une dépression, dans le stress, l'anxiété, la panique et tous ces troubles de santé mentale. Ouais. Peuvent mener les jeunes à se rendre à ce chemin-là. Et c'est pour ça que le communautaire est très important. Et non seulement on ne veut pas définancer la police, on n'est vraiment pas dans ça, mais réutiliser du financement pour l'injecter dans le communautaire. Donc ça, c'est une. Caméra portative. Vraiment, là, pour... Donc, mettre en place les outils. Exactement. Oui, définitivement. Il faut outiller les gens parce qu'on ne peut pas lancer les gens, leur dire « va faire ta job », mais on ne leur donne rien. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est comme ça que ça se passe maintenant. C'est comme « ah, on va trouver une solution ». Il n'y a personne qui donne les outils à personne. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'il faut redonner du leadership à la ville. Il faut redonner la dignité, comme il dit M. Coder, à cette ligne-là. Il faut comprendre la réalité des gens. Tu peux pas, si tu ne partages pas la réalité des gens, tu ne pourras pas t'asseoir avec eux et essayer de leur trouver une solution. Donc, si tu ne vis pas à Saint-Léonard, tu peux bien comprendre les statistiques, mais si tu ne le vis pas comme moi et Angela, je suis désolée pour des gens, peut-être... Madame Plante, là, quand elle vient à Saint-Léonard, elle dit que ça n'existe pas, il n'y a pas un problème de sécurité. Je suis désolée, mais c'est pas vrai. Tu es déconnecté de la réalité des gens de Saint-Léonard. C'est pas vrai. Et justement, aujourd'hui, on était au pavillon, puis un jeune a dit, justement, je trouve qu'il y a des gens qui sont plus impliqués, intéressés, et c'est très bien pour la politique municipale, parce que c'est quelque chose qu'on va faire direct. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous allez faire pour les jeunes? Puis justement, je vais parler de cette complexe sportif intergénérationnel. Il dit, comme le YMCA, si on peut prendre des cours de musique. Oui, exactement. Je dis, un centre, ça serait excellent. Justement, faire un centre qui, c'est pas besoin d'être trop coûteux, mais un centre où les jeunes peuvent aller après l'école, puis soit faire leurs devoirs, avoir l'aide des personnes âgées. On parle de ce centre-là où la communauté est vraiment impliquée. Les personnes âgées ont tellement d'expérience à donner aux jeunes. Ils ont passé une vie entière, puis leur vie est plus documentée. Ils peuvent apprendre de ces gens-là. C'est une façon de créer des ponts de communication intergénération et de différentes nationalités. Des ponts de communication intercommunautaire. Oui, exactement. C'est cette façon que les gens se communiquent entre eux. Il y aura des murs qui vont se casser, les murs tombent, il y aura plus de peur, il y a plus de productivité, plus de relations et plus d'épanouissement. Oui, définitivement. Excellent. J'ai parcouru la plume de votre projet. Il est très ambitieux. Il est très beau. Mais une autre question me revient à l'esprit. Pour réaliser un projet, il faut de l'argent. Oui. Non. On a vu que Valérie Plante, elle a dit, avant qu'elle prenne en charge la mairie de Montréal, je n'augmenterai jamais les taxes et je vais abolir la taxe de bienvenue. Mais finalement, elle a augmenté les taxes et puis elle n'a pas aboli la taxe de bienvenue, elle l'a augmentée. Dans le cadre de cette réflexion, si demain, le budget ne serait pas à la hauteur pour réaliser ce que vous avez mis en avant, vous avez des options. Soit que vous allez interpeller les deux paliers du gouvernement pour aller chercher de l'argent, soit que vous allez augmenter les taxes, ou soit que vous allez soustraire des services. Dans quelle équation est-ce que vous avez pensé à ça? Bien sûr, comment vous allez réagir? Mais la première chose, je dis, il faut sensibiliser les gens, sensibiliser la population. Mettons, on veut un Saint-Léonard propre, Montréal propre, mais ça vient des deux côtés, là.
Et des fois, c'est la logique qui est pas tellement coûteux. Si on doit mettre plus de bacs de recyclage, de bacs dans les Poubelles. parcs, let's do it. You know? Des choses qui sont simples et pas coûteuses. Mais la sensibilisation, c'est de faire plus avec moins. Oui, c'est sûr, les budgets sont occupés, oui, mais de vraiment sensibiliser, comme on dit, get them on board, les sensibiliser de dire, il faut le faire parce qu'on veut faire une différence. Et c'est ça la clé aussi. Il faut commencer jeune, dans les écoles aussi, de l'apprendre, comment vivre mieux, comment d'avoir une ville plus propre. Et tout le monde doit s'impliquer, même quand ils font dans d'autres villes. Si on doit organiser une journée où on va nettoyer le parc, comme ils font à Mont-Royal. Pourquoi pas le faire ici? Les citoyens et citoyennes aussi doivent s'impliquer et la ville, parce que justement, il faut faire plus avec moins, mais il faut le faire quand même, parce qu'il faut vivre dans cette ville, c'est ça. C'est sûr que, si je peux renchérir sur ce que Angela disait, c'est sûr que nous, notre plateforme, qu'est-ce que M. Coder promet, c'est qu'on n'augmentera pas les taxes plus que 2 au-delà du taux d'inflation. Donc, ça, c'est quelque chose à étudier. C'est sûr qu'on va se donner les outils de notre ambition, de nos ambitions. Okay. Donc, moi, je vous dis qu'on a des gestionnaires hors pair dans l'équipe, dans Angela, dans beaucoup de notre équipe, qu'à l'échelle de Montréal, qui sont capables d'aller toquer aux bonnes portes pour amener de l'argent. On va soutenir, on a Québec de notre côté, on a le fédéral et on a aussi nous. Mais aussi, il faut être, comme a dit, il faut être réaliste dans la réalisation de nos projets. Puis si on va devoir couper, on va couper à la bonne place, mais on va jamais rendre nos citoyens et citoyennes perdants dans leurs services. On va leur jamais couper des services qui sont prioritaires et qui sont essentiels à nos citoyens. Mais c'est sûr que s'il faut qu'on aille couper quelque part, mais malheureusement, on va devoir couper, mais c'est sûr qu'on va le faire ça avec logique, on va faire ça avec bien réfléchi et bien étudié. On va pas juste... Et on ne va pas faire aussi juste des projets comme ça. On va aller consulter la population, on va aller voir c'est quoi les demandes. On ne va pas juste mettre un projet et dire « Ah, c'est ici », puis après, on remarque que peut-être des gens n'ont pas demandé ça à 10 ans. La rue Bellechasse, par exemple. Nous, on veut partager une rue avec les piétons, les vélos et les voitures. Il faut être logique, comme on dit. Il y a des gens qui, oui... Mais c'est surtout étudier le projet. Aussi. Oui. Mais c'est aussi consulter. Dans la consultation des citoyens et citoyennes, il y a une relation de confiance qui se bâtit entre les élus et leurs électeurs et leurs citoyens. Parce que si après, si tu vas mettre un projet que tu n'as pas nécessairement travaillé avec, tu n'as pas consulté les citoyens et citoyennes, bien, il y a un bris de confiance qui va se faire. Et puis après, ça va être plus difficile de chercher leur confiance. Puis les gens sont très sceptiques face à la politique. Ça, c'est une réalité. Les gens sont fatigués des élections, les gens sont fatigués d'une élection après l'autre, puis après nous, il y a les provinciales qui s'en viennent, puis les gens ils sont comme, on est tannés, on ne veut plus rien savoir. Mais on essaie de redonner les gens parce que, surtout la politique municipale, c'est une proximité. Et sincèrement, il y a immédiate. Et il y a un momentum. On est dans un moment, on écrit l'espoir, où est-ce que on a vécu des années très difficiles avec. Les 2 dernières années ont été très, très difficiles pour tous, d'autres pour plus que d'autres. Et il y a cette volonté, on a su à quel point on peut être stoppé tout à coup, sans rien. On sait à quel point nos arrondissements sont très importants. C'est pas juste la ville-centre qui est importante, c'est ton arrondissement, ta proximité. Et là devient l'importance de la politique de proximité. Parce que si tu dois rester qu'à Saint-Léonard, il faut que tout se trouve à Saint-Léonard. Absolument. Et une autre chose, je vais ajouter, Arish, quand on parle de consulter, groupe de consultation, on ne veut pas les mêmes personnes et on veut vraiment, premièrement, informer la population quand on parle de tel sujet. Et peut-être pas tout le monde peut être présent, mais vraiment participer. C'est pour ça que j'invite à tous les téléspectateurs, quand on parle, impliquez-vous. Parce qu'après, c'est trop tard. C'est très facile à critiquer quand c'est fait. Mais maintenant, c'est comme on dit, allez voter. Participez à des soirées de consultation parce que votre parole compte aussi. Soit par... ici, on va avoir des réunions sur Zoom. Mais je sais que c'est du travail, mais c'est là, il faut participer. Excellent. Ouais. Un autre sujet qui est d'actualité, qui est très important, la question de l'environnement. Oh. On parle aujourd'hui à un niveau international, il y a des assises, des rencontres, des recherches. Oui. Mais moi, je donne beaucoup plus d'importance à ce qui se passe dans un arrondissement que ce qui se passe dans un pays, parce que tout commence par un arrondissement. Ouais, tout se commence par le geste d'un citoyen. Tout se commence d'une manière qu'on respecte l'environnement au niveau d'un quartier. Ouais. Si on arrive à gérer la question de l'environnement au niveau d'un quartier,
on peut régler le problème international. OK? J'ai vu que vous avez abordé cette question. Ouais. C'est quoi les actions que vous allez mener dans ce sens? Donc, regarde, on est en 2021, OK? Fait que s'il y a des partis qui disent que c'est juste eux qui font l'environnement, ils sont déconnectés parce qu'en 2021, c'est l'affaire de tout le monde, l'environnement. Puis ça, je leur donne à tout le monde est sensible à la question de l'environnement. Tous les partis sont sensibles et on n'a pas le choix de l'être parce que c'est une crise. Il faut qu'on agisse, pas pour nous nécessairement, mais pour nos enfants et les générations qui viennent parce que peut-être que d'ici nous, qu'on va arrêter on va devenir carboneutre en 45, Dieu sait, peut-être qu'on ne sera même plus là. Mais nos enfants doivent jouir d'une ville, vivre sainement et dans une planète qui est saine. Et là viennent les actions de l'environnement. Donc, non seulement que ce soit par le logement social abordable, toutes les petites actions, plus de verdissement dans les parcs, l'entretien des parcs, parce qu'on sait que, je peux parler de Saint-Léonard, les terrains verts, et même à travers l'île de Montréal, ne sont plus accessibles. On n'a plus autant de terrains verts. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut préserver ce qu'on a déjà. Et ça passe par l'entretien des parcs, la propreté et aussi une meilleure façon de recycler. Parce qu'on sait que le recyclage maintenant, si les études que j'ai du haut de ma tête, il y a entre 3 et 9 de qu'est-ce qu'on recycle qui se recycle vraiment. Donc, on a déjà une meilleure gestion de notre recyclage qui peut passer. Et il y a d'autres actions qui sont très concrètes, dont on veut être la taxe pour le, si je ne me trompe pas, là, de production, pour être carboneutre d'ici 2045. Donc ça, c'est un des plans très ambitieux, mais comme on le dit, nous, dans notre parti, on va se donner les outils de nos ambitions. Et ça, c'est très important. Et l'environnement, on est très sensible. On doit être plus drastique, mais sans shaker le monde, comme on dit en mon anglicisme, excusez-moi, là, mais sans troubler les gens, sans mettre un projet, le mettre dans la gorge des gens, puis après leur dire « mais il faut que vous l'avalez tout seul ». Non, c'est pas ça le but. Mais c'est vraiment... Et ça peut passer par des pistes cyclables. Donc, ça peut être par le partage de la route. Donc, au lieu que ça soit du solo voiture, on fait du partage. Donc, il y a beaucoup investir dans le transport en commun. Il y a beaucoup des idées et c'est très ambitieux. Et ça, je le donne que c'est vrai on a une plateforme super, super intéressante en question d'environnement et tout le monde est sensible face à l'environnement. Et on ne va pas commencer à pointer du doigt, toi, tu es moins pour l'environnement, toi, tu es plus pour l'environnement. On sait qu'on est face à un point non-retour. Il faut qu'on agisse vite, il faut qu'on agisse maintenant. Donc, une action collective. Oui, madame. Je voudrais ajouter, puisque je suis dans le domaine de la construction et je fais affaire avec des contracteurs et tout. Puis quand on parle d'environnement, on parle aussi simplement d'acheter local. On achète une brique. Est-ce que la brique vient de l'Europe? Ou la brique, est-ce que c'est fait ici? Une pierre, ou ça vient des États-Unis? Ça, c'est vraiment... Alors, il faut aider, il faut donner comme des subventions pour encourager d'acheter local, pour faire moins de pollution, mais il faut que ça soit abordable aussi. Tout est interrelié, De donner quelque chose de plus, si mettons pour les toitures blanches, on a déjà des programmes, d'ailleurs, on a M. Guillaume Lavoie, M. Coderre nous parlait de ça, logique, pas coûteux, et encourager les gens à faire leur rénovation, même bureau de permis. Pourquoi attendre une éternité pour recevoir un permis? Couper toute cette red tape, comme on dit, là, pour encourager les gens à embellir leur maison, à investir. Et s'ils respectent plus l'environnement, toujours en le respectant, de donner quelque chose de plus pour une récompense, pour les aider. Et soyez logique. Et comme ça, on va passer à travers cette vague. C'est ça. Excellent. Très bien. Une question qui est importante. Comme dans ses habitudes, Denis Coderre, quand il parle, il provoque la société. Il est connu, un leader. Il parle tranquillement, mais il provoque. Il a lancé sur la scène publique une réflexion, où je reprends textuellement ce qu'il a dit. Nous n'allons pas déboulonner l'histoire, mais nous allons travailler dans le sens de la réconciliation. C'est très beau, hein? Une réflexion, une très belle réflexion. Oui. Qu'est-ce qu'il veut insinuer? Parce que c'est une réflexion qui est profonde,
C'est une qui réflexion remet en qui est très cause profonde. un comportement, des Oui. habitudes, des actions. Pourriez-vous m'orienter Donc, sur ça, s'il vous plaît? de un, la réconciliation, il y a différentes communautés. On peut penser à la communauté autochtone, le peuple autochtone, les Premières Nations. Ça, c'est une conciliation. Il a fait aussi du bon travail, M. Coder, sur ça. Il y a encore du travail beaucoup à faire. On travaille de réconciliation. Qu'est-ce qu'on parle de ça? C'est reconstruire les ponts. C'est se retrouver nous tous. Parce qu'au-delà de nos différences, il y a nos similarités que je trouve qu'on se retrouve plus dans ça que dans nos différences. Et aussi, moi, quand je pense à Saléonore dans cette réconciliation, c'est la réconciliation entre les communautés, mais c'est aussi une réconciliation entre, par exemple, moi, ma communauté maghrébine, entre les jeunes, entre les personnes un peu plus âgées, entre les parents et les enfants. Ça, c'est le travail de réconciliation qu'il y a à faire parce que, comme je disais, tout le monde ont passé par des moments difficiles. Et si on ne peut pas avancer si on ne réconcilie pas le passé. On ne peut pas penser au futur si nous, on ne reconnaît pas nos erreurs qu'on a faites parce que dans la reconnaissance de nos erreurs, il y a un bout, c'est la première étape de grief qu'on appelle, de se passer à travers cette crise-là. Parce que, veut pas, des décisions qui ont été prises au passé ou même pas très longtemps ont causé du tort pour certaines personnes. Et le fait qu'on reconnaisse puis on présente nos excuses, bien, c'est déjà un pas énorme vers l'avenir. Et puis après, c'est aussi reconnaître la différence, c'est faire de la politique différemment en réconciliation, c'est reconnaître la particularité de chaque communauté, de chaque arrondissement. On ne peut pas appliquer partout la même chose, et ça devient ça aussi. Mais juste le fait qu'il est conscient de ça, c'est déjà une étape. Toutes les communautés, on parle d'Autochtones, mais les autres, une chose qu'on a en commun, c'est la résilience. La résilience que j'ai appris depuis que j'étais petite. Quand mes parents sont arrivés ici, je parle tout le temps de... Il n'y avait pas les services qui existent aujourd'hui. Et pourtant, on continue. Mon père me disait tout le temps, Angela, combien de portes ont frappé? Comme on dit, italienne, WAP, ça. Mais on continue avec toujours du respect. Comme ma mère disait, le sucre dans la bouche, on sourit. Et ça nous amène à un autre niveau. Et aujourd'hui, le fait qu'on est conscient que ça existait, ça nous amène encore plus unis ensemble. Parce que, comme elle dit, les Maghrébiennes, les Italiennes, soit Chinois, les Grecs, toutes les communautés, on a passé à travers. Mais on vit ensemble ici, à Montréal et à Québec. Il faut continuer à vivre ensemble et à se respecter. On peut avoir des différences d'idées, mais il faut se respecter. C'est ça qu'on a appris et c'est ça qu'on veut véhiculer le message ce soir. Puis c'est aussi mettre des politiques en place qui vont inclure tout le monde et qui ne mettront personne de côté. Et ça aussi, c'est mettre des... Moi, je dis toujours que quand je me suis présentée en politique, je ne me suis pas présentée pour la majorité. Je me suis présentée pour la minorité. Parce que quand on fait des politiques, des fois, on ne pense pas à ces 3-4 personnes que peut-être... Et je dis ça d'un exemple, peut-être un trottoir, on ne pense pas aux personnes, par exemple, malvoyantes qui vont passer sur cette rue-là. Fait qu'on va le faire normal. Mais si la politique a été faite pour ces personnes-là précisément, on aurait un trottoir qui aurait pour tout le monde. Et c'est comme ça qu'on doit faire la politique. Quand on fait de la politique, ça, c'est mon opinion. Et c'est comme ça que moi, je souhaite entamer ma campagne, ma carrière politique, c'est que je fais de la politique pour tous, mais pour la minorité, parce que c'est ces gens-là à qui il faut qu'on pense en premier. C'est les plus vulnérables de cette société-là. Ouais. Puis si on met des politiques en place qui ne les prend pas en considération, on a échoué à l'exercice. On n'a pas bien fait les choses. Il faut intégrer l'inclusion définitivement dans la politique oui, sociale. Oui. Et ce n'est pas une question de culture ou d'ethnicité. C'est vraiment une question de tout. Et l'inclusion à travers tout. Que ce soit l'âge, l'orientation sexuelle, la religion, tout. Absolument. Excellent. Alors, ensemble, nous allons accompagner Ensemble Montréal vers le siège de la ville de Montréal, donner la chance à M. Denis Coder de reprendre la ville de Montréal et de réaliser l'étendue de nos attentes pour une ville prospère, une ville sécuritaire. Ça a été un plaisir de vous avoir ce soir, dans l'espoir de vous retrouver une autre fois sur un autre sujet. Merci et au revoir.